La guerre de Charbouba est une guerre de résistance des Berbères contre la colonisation arabe en Mauritanie. Elle a duré de 1644 à 1674, soit 30 ans. Cette guerre eut lieu au Sahara occidental et une grande partie de la Mauritanie. Je me dis toujours que s'il y a des gens qui peuvent comprendre le combat des Noirs de Mauritanie, c'est bien les Berbères. Ils ont vécu exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a des siècles. Godi haki atayombur et moi Sania et top. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me soutenir en contribuant financièrement à ma cagnotte et je remercie tous ceux qui contribuent déjà à cette cagnotte. Et le lien est en description. Cette guerre, comme beaucoup de guerres, était plus économique, politique, hégémonique que religieuse, malgré ce qu'on veut nous faire croire. C'est une période où les Européens concurrencent les Berbères et les Arabes et créent de nouvelles routes commerciales qui diminuent les retombées économiques des caravanes transsahariennes. Des tribus berbères Sanajad, dirigées par Lamtouna Nasreddin, se confrontent à des envahisseurs arabes venus d'Arabie, les Banu Hassan, une branche des Banu Maqil. Les Banu Maqil sont des Arabes venus du Moyen-Orient. C'étaient des brigands qui racketaient les pèlerins sur la route de la Mecque. Au XIe siècle, les Fatimides conquièrent l'Égypte pour sécuriser le business du pèlerinage de la Mecque. Ils proposent aux Banu Maqil de venir envahir le reste de l'Afrique du Nord. C'est pas moins de 250 000 individus qui se déversent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, avec au moins 50 000 pillards. Cette époque est décrite dans les archives comme une dévastation, une déchirure dans l'histoire. Et les premiers à subir cette violence sont les populations du Sahara. Ce sont eux qui constituent les Arabes dans le Maghreb. Ils sont installés pour beaucoup en Libye, en Tunisie, avant de se diriger de plus en plus vers le sud à la recherche de terres fertiles et d'esclaves. Ce sont eux et les Berbères qui vont pousser les populations noires à se replier de plus en plus vers le sud. Au XVIIe siècle, ils arrivent en Mauritanie à la recherche de terres et d'esclaves. La guerre est dirigée par Sidi Ibrahim al-Aroussi avec ses deux fils, Shanan al-Aroussi et Sidi Tounsi al-Aroussi. Les Berbères de Mauritanie ont joué un rôle important dans la formation de la milice terroriste almoravide. Pour rappel, les Almoravides étaient comme les terroristes d'aujourd'hui. Ils décident que la foi des autres n'est pas assez bien. Ils réunissent des hommes, décident d'imposer leur idée de la religion. C'est ce que font les salafistes aujourd'hui en Afrique. Généralement, cela aboutit à la chasse à l'homme, aux razzias, conquête de terres abandonnées. Ensuite, ils s'installent et deviennent les maîtres de la région. C'est ce qui s'est passé en Mauritanie. Toute l'histoire de l'Afrique du Nord s'est constituée comme ça. Ils arrivent dans ce qu'ils appellent l'empire du Ghana. En fait, c'est l'empire du Ouagadou. C'est pas Ghana, qui est déjà islamisé, où ils chassés. Comme aujourd'hui, les Maliens sont en train de les bouter dehors. C'est un certain Wardia Bindjaï, chef du royaume du Tekrour et rival du Ghana, Ouagadou, qui les accueille à l'île en Morphile. Ils mettent sur pied une armée constituée de mercenaires africains et berbères. Non, il n'y avait pas d'arabes dedans. Pour conquérir le nord de la Mauritanie jusqu'au Maroc actuel où ils fondent la ville de Marrakech. En passant, ensuite, ils vont partir en Espagne. Wardia Bindjaï, en soninké, est connu pour être le premier roi africain à se convertir et à imposer l'islam comme religion d'État. Il n'est pas le premier musulman, mais le premier roi à imposer l'islam comme religion d'État. Après la défaite des Almoravides en Afrique du Nord, les tribus berbères sont très divisées. Les Sanajad dominent les autres tribus berbères de la région et vivent de raquettes. En gros, ils imposent un tribut aux autres berbères. Et c'est à cette époque que beaucoup de tribus berbères abandonnent la guérilla pour se consacrer à l'apprentissage et à la piété islamique. Ils vont former des awaya ou marabouts, d'ailleurs le mot dérive de Almorabitoun, qui donnera aussi Almoravide. Une relation s'établit alors entre les clans des guerriers plus forts qui se soucient peu de l'islam et les pieux zawaya. Les tribus berbères sont constituées de zawaya consacrés à la religion et qui payent une tribu aux guerriers berbères pour leur protection, qui eux-mêmes raquettent le peuple, les Zenag, se constitue ainsi une hiérarchie de raquettes. C'est dans ce contexte qu'arrivent les Banu Hassan, une branche des Banu Maqil. Ils vont faire pression sur les Awais pour leur faire payer un impôt pour leur protection contre eux. En fait, le truc c'est, tu me payes, comme ça je ne t'attaque pas, tu me donnes un peu de tes biens, comme ça je ne te prends pas tout et je ne te tue pas. C'est ça en résumé. Mais la plupart du temps, les tribus arabes Banu Hassan n'arrivent même pas à assurer la protection des Awaya et les autres tributaires. Et cette incapacité perturbait le commerce, l'agriculture, l'élevage
le business quoi. L'activité principale des Hassan et des criers berbères, c'est des raids, des razzias, le pillage, le vol quoi. Si vous avez regardé la série Viking, vous avez une image très précise de ce qu'ils faisaient en Afrique du Nord. Les tribus arabes Hassan sont vues comme une cible légitime du djihad par les Awaïs berbères. Ils ne remplissent pas leurs obligations islamiques. Donc les Arabes qui viennent de dire qu'ils ont islamisé l'Afrique... Pardon, au revoir, ciao. Les Hassan sont nomades et les Awaïs berbères sont agriculteurs. Les tensions entre Arabes Hassan et Awaïs berbères sont exacerbées par une crise économique. Tout est business. Tout est business. Business is business. Business is business. Et business. Les Français avaient établi un poste de razzia atlantique à Saint-Louis en 1659, ce qui défiait les routes commerciales traditionnelles. En particulier, le monopole de Saint-Louis privait les berbères de la main-d'œuvre des esclaves sur lesquels ils comptaient depuis des siècles, ainsi que des céréales des agriculteurs de toute la vallée du Sénégal. Les berbères sont donc pris en tenaille entre les Arabes Hassan et la concurrence du comptoir français. Une classe d'érudits musulmans appelée Torobé, des Fulbe originaires du Fouta Toro, se constitue petit à petit. Ce sont des lettrés musulmans qui ont abandonné leur tradition pour l'islam. Les Fulbe qui sont restés fidèles à leurs ancêtres les appelaient Toridel Toridawad, le petit commandeur bouillu de chien. Ciao! Game over! C'est des Fulbe Torobé qui revendiquent une ascendance d'un parent du 7e siècle de l'un des compagnons du prophète Mohammed qui faisait partie d'un groupe d'envahisseurs du Fouta Toro. En fait, c'est une branche de Fulbe mécontent de la dynastie vitaliste Peul Deniakobe qui sont maîtres de la région depuis déjà un siècle. Il s'agit de la dynastie Deniakobe du Fouta Toro fondée par Koli Tengela Ba. C'est dans ce contexte que Anzawaye Berber Nasreddin lance le djihad pour restaurer la pureté de l'observance religieuse au Fouta Toro, le royaume de Koli. Ils vont demander aux Fulbe Deniakobe de se convertir à l'islam et ils vont leur dire pourquoi on a déjà notre religion. Va là-bas, va là-bas, là-bas. Là-bas. Ils seront aidés dans cette mission par un clan des Fulbe Torobe, rival des Fulbe Deniakobe, Torobe étant une caste de prêtres islamiques. Mais ils furent vaincus par le clan des guerriers de Koli. Tandis que les Hassan et les tribus guerrières berbères continuent d'attaquer les agriculteurs du Fouta Toro. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand ils forcent des populations à se convertir, elles doivent leur payer un impôt, la zakat. Vous en avez sûrement entendu parler dans le terrorisme qui se déroule au Mali actuellement. Si les gens refusent, ils les rackettent, les razient, les terrorisent, les esclavagisent jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs terres, qu'ils occupent. Dans les deux cas, ils gagnent. C'est le business. Business, peut-être Dieu. Nasreddin est un Zawaye berbère de la tribu des Banu Dayman qui veut mettre en place un État islamique. Il veut remettre en place une société à l'image des premiers khalifes, ce qui lui permettra de devenir khalif, de lever un impôt. Business is business. Il force tous les dirigeants des Awaïs à lui prêter allégeance. Il met en place un gouvernement composé de lui-même, of course, d'un vizir et de 4 hadis qui ont pour mission de faire respecter l'ordre dans le sud du Soudan, un pays qui n'est pas le leur et qui ne leur a rien demandé. Je ne sais pas si vous voyez la similitude avec les terroristes djihadistes dans le Sahel aujourd'hui. Osama Ben Laden voulait constituer un empire musulman mondial. Il commence chez les autres, pas chez lui. Et la plupart des terroristes dans le Sahel ont laissé chez eux, tranquilles, en paix, pour envahir les plus faibles pour constituer un empire musulman. Et devinez où se dirige son djihad, Nasreddin? Chez les Peuls du Fouta Toro qu'ils considèrent comme des païens et des royaumes wolofs. Cela leur permet surtout de rasier des Africains pour alimenter la demande de plus en plus grandissante en esclaves de l'empire musulman. Et les Almoravides ont fait la même chose et les Almohades pareil et les terroristes aujourd'hui ont le même mode opératoire. En 1673, Nasreddin envahit le Fouta Toro et les différents états wolofs au-delà du fleuve Sénégal. En se concentrant sur des états du sud du Sénégal, Nasreddin évite ainsi une confrontation avec la milice Banu Hassan. Pour Nasreddin, contrôler ces états, c'est contrôler les entrepôts du commerce de la gomme arabique dans tout le Sénégal. La forte concurrence des Français au Sénégal est un gros manque à gagner pour les tribus berbères. Donc avoir la main mise sur ces régions est une manne financière considérable pour Nasreddin puisqu'il avait perdu le contrôle du commerce vers les ports sahariens au profit des Banu Hassan.
Business is business. Nasreddin va ensuite renforcer ses finances et la domination de son État islamique en imposant la zakat aux berbères tributaires, dont les Oulad Boub, qui vont demander à l'émir du Trarza, Hadi, de les aider. C'est le nom de la tribu des Oulad Boub qui va donner le nom de cette guerre, Shorboub, ou la guerre de Boub entre l'émir du Trarza et Nasreddin. Les Banu Hassan, eux, font front commun contre Nasreddin, qui lui est soutenu par la plupart des Awaya du Sahara. Il y avait aussi des marabouts berbères qui ont soutenu le Banu Hassan, par exemple les Awaya de Shingiti a même émis une fatwa contre Nasreddin pour l'empêcher de lever la zakat, impôt, en fait du racket parce qu'il n'était pas khalif. T'as le droit de racketter si t'es khalif, c'est tout, ok? L'émir du Trarza Hadi va en profiter pour raser la zakat sous forme de bétail à destination de Nasreddin. Business is business, mais genre chacun dit qu'il se bat pour la religion et ce qui est juste sur fond de voile et de raquettes. Nasreddin et Hadi s'affrontent dans 3 batailles décisives. Les Awaya remportent les 3 batailles, mais Nasreddin est tué lors de la bataille finale en août 1674 avec nombre de ses proches et partisans. Il paraît que c'est la flèche empoisonnée d'un serreur qui l'a envoyé dans l'autre monde. Force au serreur. Al-Faqih al-Amin succède à Nasreddin Zawaya, proche des Banu Hassan. Il espère ainsi trouver un accord entre marabouts berbères et guerriers Hassan. Ainsi, les Hassan reconnaissent l'autorité religieuse et l'imamat aux Zawaya. En retour, ils renoncent à toute revendication politique, y compris le droit de prélever l'impôt, la zakat. Business is business. Mais les Awaya militaristes, partisans de Nasreddin, rejettent tout compromis avec les Hassan et font un coup d'état à Al-Amin. Qadi Osman est choisi comme nouveau chef djihadiste terroriste. Il relance la guerre dite sainte, réintroduit un lourd impôt aux tributaires les plus faibles. Les tributaires vont de nouveau faire appel à l'émir du Trarza Hadi qui va anéantir l'expédition de collecte d'impôts des Awaya. Osman est à son tour tué par les Wolof. Les 3 imams qui vont lui succéder n'arriveront pas à faire face à la force des Hassan, combinée avec ceux des tribus rebelles. Les Awaya et leur guerre sainte seront vaincus définitivement par les Hassan vers 1674, qui les force à renoncer définitivement à l'autorité politique, militaire et deviennent des tributaires des Arabes Banu Hassan. Ils vont les diviser en groupes de Zawaya, chacun soumis à un groupe d'Arabes Banu Hassan. Les tribus berbères vaincus sont contraints de rendre leurs armes et de se soumettre aux tribus arabes guerrières et à leur payer une rançon, une taxe, le Mudduharm, qu'ils vont plus tard étendre aux populations noires du Fouta Toro. Un impôt que va briser Suleiman Bal lors de la révolution des Torobé en 1776. Cette division entre les guerriers arabes Hassan et les marabouts berbères, plus les anagas subordonnés, perdurera jusqu'à la colonisation française qui va lui imposer des rançons à tout le monde. Ok, on est tous pareils maintenant, colonisés par des Français. Voilà. Ce qu'il faut savoir est que les Arabes Banu Hassan sont une poignée de mercenaires ou une milice composée essentiellement d'hommes qui vont dominer biologiquement et linguistiquement les Berbères de Mauritanie. Les Berbères vont garder l'essentiel de leur tradition, le matriarcat, l'habillement, la musique, mais ils vont perdre progressivement la langue berbère au profit du Hassania, une forme de dialecte arabe. On raconte que dans certaines familles berbères, on interdisait aux enfants de parler le tamazight et on les obligeait à s'exprimer qu'en arabe. Et l'école coranique a fini par effacer totalement la langue berbère en Mauritanie. Aujourd'hui, ils se revendiquent arabes, certains s'inventent même des origines moyen-orientales et une ascendance au prophète comme beaucoup de populations musulmanes africaines. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, contribuez à ma cagnotte qui est en ligne et vous pouvez aussi contribuer via Bankili ou Masrif.